Fin des années 1870. Billy the Kid est l'un des hors-la-loi notoires du Far West américain. Ce jeune assassin terrorise le Nouveau-Mexique. Sa vie de criminel prend fin lorsqu'il est abattu par son ancien ami et shérif, Pat Garrett. C'est en tout cas ce que dit la légende du Kid. Mais une enquête minutieuse, accompagnée de preuves médico-légales, révèle que son histoire est très différente. Quoi qu'on en dise, c'est une personne de chair et de sang. Et cette histoire l'a transformé en icône. Qui est donc le garçon qui se cache derrière la légende? Rouvrons l'histoire classée de Billy the Kid. Nouveau-Mexique, État du sud-ouest de l'Amérique du Nord. Les histoires du hors-la-loi Billy the Kid le décrivent comme l'un des plus impitoyables personnages de l'époque de la frontière. Bob Bosbel est un passionné de tout ce qui a trait au Far West. La légende dit qu'il aurait tué 21 hommes, un pour chaque année de sa vie. Il a braqué des banques, dévalisé des trains. Il était recherché et figurait sur les affiches « Billy the Kid mort ou vif ». Il défiait les gens au revolver dans la rue. Cela ne reflète pas la réalité. En fait, son vrai nom n'était pas Billy, c'était Henry McCarthy. Il s'appelle Henry McCarthy, mais est aussi connu sous le nom de Henry Antrim. Willie, Billy Bonnie ou The Kid sont les pseudonymes qu'il utilise. La conservatrice de musée, Elise Gomber, a découvert que ces patronymes ne sont pas la seule zone d'ombre le concernant. Le Kid n'a que 4 morts avérés à son actif. 2 mythes différents semblent coexister. Dans le premier, il est un héros romantique, un fringant hors-la-loi. Dans le second, il est un tueur de sang-froid et un meurtrier sans pitié. En réalité, la majeure partie de sa vie reste un mystère. Frédéric Nolan est un spécialiste du Kid de renommée mondiale. On ignore où il est né. On ignore qui est son père. Et l'on ne sait pas où il a passé les 12 premières années de sa vie. Vers l'âge de 15 ans, en 1875, il ouvre son casier judiciaire avec une arrestation pour vol de vêtements dans une blanchisserie. C'est à cette époque qu'il a commencé à avoir des ennuis et qu'il est devenu un vagabond. C'est ce qui l'a amené dans le comté de Lincoln. À l'époque, il n'est personne. C'est juste un gamin qui porte une arme et qui est prêt à se battre pour de l'argent. À Lincoln, au Nouveau-Mexique, le Kid est pris dans un conflit sanglant. Il est finalement jugé hors la loi et meurtrier, puis condamné à mort. Mais les événements menant à sa condamnation sont loin d'être simples. Le conflit n'est pas de savoir qui a tort ou raison, ou qui est bon ou mauvais. La source du conflit, c'est l'argent. Tous les agissements du Kid dans cette guerre proviennent de sa rencontre avec un homme, John Tunstall, un Britannique. John Tunstall est le propriétaire d'un magasin et d'un ranch. Il engage le Kid durant l'hiver 1877. Mais il existe un autre magasin en ville. Il appartient à Lawrence Murphy et à son associé Jimmy Dolan. Ils avaient le monopole depuis une dizaine d'années. Et presque tout le monde dans le comté avait des dettes envers eux. Le comté de Lincoln se situe aux limites même de la civilisation. L'enjeu est important. Si un commerçant obtient le monopole du marché, son pouvoir et sa fortune augmenteront à mesure que la région se développera. Drew Gomber est un expert de la guerre du comté de Lincoln. Lorsque John Tunstall s'est installé à Lincoln, il est entré en compétition avec Lawrence Murphy et Jimmy Dolan. Il était le seul rival qu'ils aient jamais eu. Et cela ne leur plaisait pas.
À la fin des années 1870, les lois qui régissent l'Ouest lointain sont très différentes de l'étiquette britannique de John Tunstall. Le comté de Lincoln, à proprement parler, avait à peu près la taille de l'Irlande et n'avait qu'un seul shérif. Et ce seul et unique shérif ne se soucie guère des intérêts de John Tunstall. On peut dire que Lawrence Murphy et Jimmy Dolan contrôlaient le shérif Brady. Sous l'influence de Dolan, le shérif Brady rassemble des hommes pour procéder à l'arrestation de John Tunstall et à son éradication en tant que menace commerciale. Ce Britannique, fraîchement débarqué d'Europe, venait d'une société victorienne dominée par les convenances. Il n'avait probablement jamais imaginé qu'ils attenteraient à sa vie. Il chercherait certainement à l'effrayer, mais il n'allait pas le tuer. Après tout, ce n'était que du commerce. Le 18 février 1878, les hommes du shérif abattent John Tunstall. Ce sont les circonstances de sa mort qui poussent le Kid dans le piège de la criminalité. Pour en comprendre les raisons, Drew Gomber mène l'enquête sur le site où John Tunstall a été abattu. John Tunstall venait de son ranch, il venait d'ici, et les tueurs venaient de la direction que j'ai empruntée. Selon les dires de Murphy et de Dolan, John Tunstall a sorti son arme et a voulu résister à son arrestation. Et selon les lois de l'Ouest, cet acte suffit à justifier son exécution. Mais Drew Gomber n'est pas d'accord avec la version des hommes du shérif. On connaît la vérité. Ce n'est certainement pas ce qui s'est passé. Cela ne correspond pas à la personnalité de Tunstall. À mon avis, la mort de John Tunstall était clairement un meurtre. C'est une idée nouvelle dans le comté de Lincoln. Dans ces coins-là, il y avait des tueries fortuites en permanence. Mais il n'y avait jamais eu de véritable meurtre en dehors des fusillades. La communauté tout entière sentait qu'il fallait réagir. La loyauté du shérif allant à l'autre camp, les hommes de John Tunstall prennent les choses en main. Le Kid se joint à eux. Il n'est pas porte-flingue, mais un gamin de 18 ans qui cherche à venger la mort de son patron. C'est une contrée où il faut se battre pour survivre, sans parler de gagner sa vie. Ce gamin s'est dit que cet homme était la seule personne qu'il avait traité comme un être humain et qu'il devait être de son côté. Le groupe se fait connaître sous le nom des régulateurs. Leur but est de rendre justice à leur patron en poursuivant ses assassins. Et c'est ainsi que commence la guerre du comté de Lincoln. Elle s'étend de février à juillet 1878 et c'est dans ce contexte que le Kid entame son ascension vers la célébrité avant sa chute. L'enquête menée aujourd'hui montre que les faits réels sont très différents de ceux décrits dans la légende, car le Kid n'est pas le chef des régulateurs. Billy n'était qu'un membre du groupe. Il faut se rappeler d'une chose, ce n'est qu'un gamin. Il est intelligent, il est débrouillard, mais il n'est pas le moins du monde célèbre. Pas du tout. Même s'il n'est pas le meneur, il n'est pas pour autant un parasite. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que Billy the Kid traînait avec de vrais durs et qu'il s'en sortait. Toutefois, les régulateurs ne sont pas des hors-la-loi au début de la guerre. Au vu des circonstances de la mort de John Tunstall, ils acquièrent un statut légal et obtiennent des mandats d'arrêt à l'encontre de ces meurtriers. D'un côté, les hommes du shérif qui ont tué John Tunstall, et de l'autre, les représentants de la loi qui les pourchassent. Deux groupes d'hommes de loi s'affrontent, donc comment voulez-vous procéder à une arrestation? Les deux camps ont un pied dans la légalité. Du coup, le conflit dégénère rapidement. C'était le pire scénario qui pouvait se produire. Malgré les images de confrontations armées en pleine rue données par les westerns, la réalité d'une guerre à la frontière est tout autre. Il n'y avait pas de face-à-face dans la rue, comme nous le montre Hollywood. C'était plutôt des embuscades, comme dans une véritable guerre. En fait, cela s'apparentait davantage à une guérilla. L'Ouest est un lieu bien plus impitoyable que les studios d'Hollywood. Vous étiez un idiot si vous laissiez un autre dégainer le premier. Voilà la réalité. C'était un univers extrêmement violent.
Une embuscade en particulier marque un tournant dans la vie du Kid. Il s'agit de sa contribution à la mort du shérif Brady, près de 2 mois après la mort de John Tunstall. Drew Gamber reconstitue les agissements du Kid et des régulateurs. Ils passent la nuit dans le magasin de Tunstall. Le lendemain, au petit déjeuner, l'un d'entre eux voit par la fenêtre le shérif et 4 de ses adjoints qui marchent dans la rue. Et l'un des hommes a l'idée plus qu'idiote d'aller tuer le shérif, et ils se précipitent tous dehors, emballés. Les régulateurs se placent derrière un portail qui se situait à peu près à cet endroit. Le temps qu'ils s'installent, le shérif et ses hommes étaient presque arrivés à la hauteur de l'église. Les régulateurs ouvrent alors le feu dans l'embuscade la plus stupide de toute la guerre du comté de Lincoln. Seuls 2 des 4 adjoints du shérif Brady ont été touchés. Mais le shérif s'est écroulé. Il aurait reçu entre 9 et 16 balles dans le corps. Il était mort avant même de toucher le sol. Les régulateurs ont outrepassé leurs droits, qui consistaient à arrêter les assassins de John Tunstall. Avant cet événement, les régulateurs avaient l'opinion publique de leur côté. Mais il est interdit de s'en prendre au shérif, quelles que soient les circonstances. Peu importe qu'ils aient cru que leur acte était justifié, on ne tue pas le shérif. Leur popularité s'est effondrée après la mort de Brady. Leur statut légal est révoqué et la guerre s'envenime de plus belle, pour finalement se terminer par un bain de sang. Les régulateurs sont cernés et piégés dans une maison en flammes dans le comté de Lincoln. La lutte, qui a duré 5 jours, a sûrement été la pire de toutes les échauffourées et la plus spectaculaire. C'est au cours de cette bataille que le Kid devient un hors-la-loi de légende. Ça tournait mal et c'est à ce moment que le Kid a pris la tête des opérations pour la première fois. Le Kid met en place une diversion pour attirer les coups de feu et permettre à ses comparses de s'échapper. Quiconque prétendrait que Billy the Kid était un lâche parlerait sans savoir, car ses 4 acolytes et lui-même sont sortis par la porte de derrière de la maison des McSween, sous une averse de balles. Des gradés de l'armée qui étaient présents ont estimé qu'environ 2000 cartouches avaient été utilisées rien que cette nuit-là. La fusillade était si intense qu'ils ont finalement coupé par les collines, traversé la rivière et ils se sont cachés derrière les arbres. Le Kid en réchappe, mais bon nombre de ses camarades y restent. La guerre est terminée. À présent, hors-la-loi et assassins, les derniers s'évanouissent dans la nature. Le Kid est en fuite. Malgré l'image romantique de Billy le hors-la-loi, le Kid semble ne pas vouloir mener cette vie. Il essaie de se racheter, de faire machine arrière et d'être un citoyen respectueux des lois. Je crois que Billy voulait filer droit. La chance se présente à lui quelques mois après la fin de la guerre par la nomination d'un nouveau gouverneur. Lew Wallace, le nouveau gouverneur, vient de garantir une amnistie pour quiconque ayant eu un rôle dans la guerre du comté de Lincoln. L'examen de vieilles lettres, dont on peut ici observer les copies, témoigne d'un accord secret avec Lew Wallace. Un accord qui gracie le Kid pour ses crimes. Voilà qu'un gamin écrit au gouverneur du Nouveau-Mexique en lui disant « Cher monsieur, j'ai entendu dire que vous proposiez 1000 $ pour ma capture. Si je vous rencontrais, je crois que je pourrais vous convaincre que je peux vous être utile, à condition que vous m'aidiez. » Mais le Kid est loin d'être le bandit le plus recherché. Il n'est que le 14e sur la liste de Wallace. Lew Wallace doit faire le ménage au Nouveau-Mexique. Alors, il accepte l'offre de ce malfrat de petite envergure. Wallace a dit, enfin, il est supposé avoir dit, « Si tu tiens ta promesse, je te gracierai. » L'accord est conclu. Le Kid se présente devant la cour et témoigne contre la bande de Lawrence Murphy et de Jimmy Dolan. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu, car Lew Wallace a sous-estimé les lois du Nouveau-Mexique.
Je ne crois pas que le gouverneur connaissait les limites de son pouvoir. Il a dit au procureur de ne pas engager de poursuite envers Billy the Kid. Mais le procureur lui a répondu qu'il n'avait pas à intervenir, car il n'était pas membre du corps judiciaire. La grâce ne lui sera jamais accordée. Le Kid est jugé et reconnu coupable du meurtre du shérif Brady. Il est condamné à mort par pendaison. On peut comprendre que le Kid commençait à désespérer. Ces lettres qui rappellent leur accord à Wallace nous renseignent encore davantage sur le mystère qui entoure le Kid. Ce qui est intéressant dans la lettre, c'est la lettre elle-même. Elle n'est pas écrite par un rustre ignorant. La calligraphie est soignée pour l'époque. De plus, elle est grammaticalement correcte. Le Kid est ce que quelqu'un a appelé le hors-la-loi éloquent. Il plaide sa cause de façon remarquable, car après tout, il n'a que 19 ans. Et à cette époque, les jeunes de cet âge qui vivaient aux limites du Far West n'étaient que des fermiers. Il avait une éducation relativement bonne. Mais il faut plus que de l'éloquence pour convaincre Wallace. Wallace n'a pas tenu compte de cette lettre ou de celles qui ont suivi. Il s'est lavé les mains de cette affaire. Le sentiment d'injustice et d'abandon qu'éprouve le Kid est alors exacerbé. Aucune charge n'est retenue à l'encontre des régulateurs ou de la bande de Murphy et de Dolan dans le conflit. Le Kid est le seul à être incriminé. Je pense que Billy a été le seul à être condamné après la guerre du comté de Lincoln parce qu'il est le seul à être resté dans la région. Il trouvait dur d'être le seul à être puni pour ça. Et je le comprends. Cependant, il était coupable, dans la mesure où il faisait partie des tireurs. Que la sanction soit justifiée ou non, le Kid fait face à la potence. Après avoir compris que Wallace ne respecterait pas sa part du marché, je crois que Billy s'est retrouvé coincé. C'était soit l'évasion, soit la corde. L'évasion du Kid, en avril 1881, soit 2 ans après son accord avec Wallace, marque sa véritable entrée dans la célébrité. Contre toute attente, il s'est joué du bourreau. Il a tué ses 2 geôliers et s'est échappé. Et cela a fini par faire la une du New York Times. C'était un événement international. C'est à ce moment précis qu'est né le Billy the Kid que nous connaissons. Cette volonté de liberté est au cœur de la légende du Kid. Et le mythe provient du récit de Pat Garrett, l'un des successeurs du shérif Brady. Pat Garrett était un ancien chasseur de bisons qui venait du Texas. La nature de la relation entre Garrett et le Kid fait débat. Le mythe d'une amitié solide entre Pat Garrett et Billy the Kid persiste. Ils se connaissaient sûrement, mais je ne crois pas qu'ils étaient très proches. Malgré son absence lors de l'évasion, le récit de Pat Garrett devient la version officielle des faits. Il raconte que le Kid a été escorté à l'extérieur jusqu'aux latrines et que c'est sur le chemin du retour qu'il s'est fait la belle. Il sème à la course James Bell, son gardien, monte les escaliers jusqu'à l'armurerie où il s'empare d'un revolver. James Bell atteint le bas de l'escalier. Le Kid tire et fait mouche. Bell parvient à sortir du bâtiment et rend son dernier souffle. Garrett prétend qu'ensuite, le Kid abat au fusil son autre geôlier, Bob Olinger. Suite à cette évasion, le comté de Lincoln plonge dans la terreur. Ce récit extraordinaire crée la légende d'un tueur impitoyable qui a purement et simplement assassiné 2 adjoints. Mais des preuves semblent indiquer que le récit de Pat Garrett est faux. Pat Garrett déforme le mythe de manière à faire passer le Kid pour plus impitoyable qu'il n'était. Analyse médico-légale de la Cour de justice à l'appui, Steve Cedarwall, un ancien agent fédéral, ne croit pas au meurtre de James Bell et à la version de Garrett.
Dans son récit, Pat Garrett place James Bell au bas de l'escalier. Cependant, Steve Cedarwall a découvert des preuves qui contredisent cette version des faits. Il bâtit son accusation sur des comptes rendus de l'époque. Il pousse son enquête plus loin et a recours à un produit chimique appelé le luminol. Ce produit devient bleu lorsqu'il est en contact avec certaines substances, notamment le sang. Il peut même révéler du sang séché vieux de plus d'une centaine d'années. Les tests pratiqués par la Cour de justice se révèlent positifs en haut des escaliers. Et l'agent fédéral pense qu'il s'agit de sang. Au vu de cette nouvelle preuve, il croit que James Bell n'a pas été tué au bas des marches, mais en haut de celle-ci. Le kid s'est retourné, le revolver à la main, et il le pointe sur James Bell. Quand il voit ça, Bell bondit brusquement en avant. Il se saisit du revolver comme ceci, ce qui aligne l'arme avec son corps. Cela surprend le kid qui recule et tombe. Et lorsqu'il tombe, les muscles se raidissent et le coup part, traversant Bell de droite à gauche. Ce qui se passe ensuite est que James Bell et le kid se battent pour le revolver. Bell l'attrape par le barillet, il ne peut pas l'armer. Voilà deux gamins qui se battent pour une arme, face à face. Puis le kid frappe Bell avec ses menottes, à 2 reprises. Il est blessé à la tête, il s'est pris une balle et son sang se répand sur le sol, sur toute cette zone. Steve Cedarwall est convaincu que c'est un cas de légitime défense. Et il n'est pas le seul. Je crois que les deux se sont battus. Le kid a dû tuer James Bell, car sinon c'est lui qui l'aurait tué. Le kid essayait de s'en sortir vivant. Il risquait la potence. J'aurais agi exactement de la même façon. Le kid regrette même son acte immédiatement après. Le kid aurait dit qu'il ne l'a pas fait par volonté, mais par nécessité. Cependant, la mort de Bob Ollinger, son autre geôlier, ne se justifie pas aussi aisément. Le kid se rue dans le bureau de Pat Garrett et se saisit du fusil. Il se précipite ensuite à cette fenêtre qui est ouverte. Il avait forcément armé les chiens du fusil lorsqu'il s'est posté à la fenêtre. Ollinger est à l'hôtel Wortley, dans les environs. Mais lorsqu'il entend le coup de feu qui touche James Bell, il se précipite vers le bâtiment. Il lève la tête et voit le kid qui charge le fusil. Le kid tire et le tue. Je pense qu'Ollinger l'aurait tué s'il en avait eu l'opportunité. Je crois que sa mort était nécessaire. Le récit de Pat Garrett paraît donc donner une mauvaise interprétation. Les agissements du kid semblent relever d'un acte désespéré plutôt que prémédité. Il s'agit toutefois d'un comportement de tueur. La manière dont il s'enfuit de la ville ne fait qu'ajouter au mystère. Lorsque le kid s'est échappé du palais de justice, personne n'a tenté de l'arrêter. Pat Garrett a dit que c'était parce que la ville était terrorisée, mais je n'y crois pas. Je pense que la vraie raison est qu'il avait beaucoup d'amis. Il passe une heure à chercher un cheval, et il fait ses adieux à tout le monde, et tout le monde l'observe. C'est tout bonnement stupéfiant. Cette popularité apparente, associée à son ultime effort pour s'échapper, crée une légende, celle de Billy the Kid. La scène était telle que les journaux locaux ne parlaient que de ça. Idem pour ceux des comtés alentours. Puis les journaux nationaux en ont parlé à leur tour. Et tout à coup, cet illustre inconnu est devenu quelqu'un. Les bandes dessinées de l'époque et les romans populaires s'inspirent de la légende. Les écrivains de romans populaires ont repris son personnage et ont écrit les aventures les plus fantastiques. Et soudain, Billy the Kid est devenu une icône à part entière, presque une marque de fabrique. L'image de Billy the Kid devient un marché juteux. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été reconnu coupable de meurtre. Sa mort, d'une manière ou d'une autre, est inévitable. C'est à Fort Sumner, à environ 200 km au nord-est de Lincoln, que Pat Garrett abat le Kid exactement 11 semaines après son évasion de la prison.
La mort du Kid n'entame pas le mythe grandissant. Mourir prématurément est de loin le moyen le plus efficace pour perpétuer un statut légendaire. Quoi qu'on en dise, c'est une personne de chair et de sang. Et cette histoire l'a transformé en icône. Les enquêtes d'aujourd'hui confirment que le Kid était un jeune homme armé, pris dans une guerre des gangs. Il devait s'adapter à ce qui se passait autour de lui. Les choses n'ont pas bien tourné pour lui vers la fin, principalement en raison des choix qu'il a faits. Ses décisions sont celles d'un homme qui en était à peine un. C'était vraiment un gamin. Billy the Kid, un tueur, sans aucun doute. Mais finalement peut-être pas le plus recherché de l'Ouest.